Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, au fait, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir une hôte de grande envergure, d'importance maximale, pour une raison très simple, parce que des femmes comme vous, Signa, on ne les voit pas tous les jours, en fait. Et c'est toujours une belle rencontre pour nous que de vous côtoyer, de vous écouter et d'apprendre aussi ce qui se passe un peu dans le monde, ce monde qui n'est pas au fait l'apanage de ceux qui vous ressemblent, parce que on va entrer dans les détails par rapport aux médias et tout le reste. Donc, Signa, bonsoir, donc je ne vais pas dire bonjour parce que nous sommes quand même un peu l'après-midi. Bonsoir, et tout d'abord je voudrais que les auditeurs et les auditrices fassent connaissance avec vous. Qui est Signa? Alors, merci beaucoup Aïda de me recevoir ici à l'Espace Carmen. Je voulais aussi remercier Kauter pour me donner cette occasion et l'occasion de m'exprimer dans cet espace et dans cette radio. Alors, qui est Signa? Signa, c'est une sociologue, spécialisée en relations internationales. Voilà. Et qui, chilienne. Je suis d'origine chilienne. Et je tiens aussi à souligner, j'appartiens à la deuxième génération d'Arabes nés au Chili. Donc, ça c'est je voulais souligner ça parce que ça a trait justement au thème que nous allons aborder aujourd'hui, ouais, et à la chanson qu'on va aussi diffuser. Exactement. Voilà. Donc, je suis sociologue et en même temps aussi, je suis responsable donc du bureau d'information Alba Granada North Africa, qui est un bureau qui est né en 2012, donc ça fait déjà 10 ans. À Malte. À Malte, qui est né à Malte, et qui donc depuis a mené des campagnes d'information sur les luttes populaires qui ont lieu dans les pays de l'Amérique du Sud, et les luttes populaires et des pays qui mènent une lutte d'autodétermination et de libération nationale face aux agressions que subissent par exemple Cuba ou Venezuela ou le Nicaragua, des agressions donc américaines et aussi on va dire de l'Union européenne. Donc on a mené ces campagnes d'information, je peux donner quelques exemples, à Malte et aussi en Tunisie. Et par exemple on a fait des conférences ici au sein de l'université. Par exemple. Donc vous faites un travail un peu, tout d'abord, je voudrais donc recadrer la chose par rapport à nos auditeurs et auditrices, c'est que votre travail est un travail qui s'insère dans le cadre de la sensibilisation, de l'information et d'un autre son de cloche par rapport à tout ce qui a rapport avec le politique, l'économique et évidemment les combats fondamentaux humaniste surtout, parce qu'en fait on est aujourd'hui dans une extrême disons confusion avec le nouvel ordre mondial, et on sait que le nouvel ordre mondial c'est quelque part faire taire les voies libres et faire taire aussi les autres alternatives qui sont et qui tiennent surtout à leur indépendance, à leur souveraineté, à leur autodétermination. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, Signa, que vous avez énormément, lors de nos discussions en off, souligné la très grande importance de la communauté palestinienne au Chili. Voilà, donc peut-être que le public tunisien ne le sait pas, mais en fait le Chili a la communauté palestinienne la plus importante en dehors du Moyen-Orient. D'accord. Et cette communauté, non seulement palestinienne, mais aussi libanaise et syrienne, c'est une communauté qui date, qui est arrivée à la fin du 19e siècle. De la chute de l'Empire ottoman. Exactement. Ouais. Et même avant, à partir de la guerre de Crimée en 1853, à partir de 1853, étant donné que c'était majoritairement des populations chrétienne, ouais, et l'Empire ottoman, quand il y a eu donc la guerre de Crimée, avec ses alliés, c'était les alliés anglais et français, vont recruter parmi les populations chrétiennes
de son empire, donc des Palestiniens chrétiens, des Libanais chrétiens, etc., vont rendre le service militaire obligatoire et vont mettre ces populations en première ligne du front. Donc beaucoup de gens, beaucoup de jeunes ne voulaient pas faire la guerre et donc en même temps il y avait aussi cette politique d'émigration vers les Amériques et c'est là que l'émigration a commencé et donc ils ont émigré vers l'Argentine, le Brésil et aussi le Chili. Et donc c'est des communautés qui sont arrivées au début avec beaucoup de difficultés, c'était des commerçants ambulants. D'accord. Et disons que l'aristocratie chilienne était très xénophobe et ils ont subi beaucoup de racisme. C'est une communauté qui a subi beaucoup de racisme de la part de du pouvoir en place. Voilà, du pouvoir en place, etc. Mais qui petit à petit donc a su prendre place dans la société chilienne, s'adapter dans la société. Exactement, et à contribuer à l'industrie nationale, par exemple, l'industrie textile, contribuer dans l'immobilier, dans la construction, et petit à petit donc avoir même des politiciens très importants. D'origine arabe. D'origine arabe, et donc c'est pour ça que je voulais dire ça aussi, c'est-à-dire que ce comité, au moment de la libération de l'Algérie, ils vont créer ce comité d'autodétermination pour l'Algérie au Chili. Et qui va lors de la guerre d'indépendance de l'Algérie, donc il y a eu un comité pour le soutien de la guerre en Algérie, donc pour le soutien des militants algériens pour leur autodétermination contre la colonisation. Oui, et c'est un comité qui a été créé en 1956, principalement de Chiliens d'origine arabe, donc libano-syrienne et palestinienne, et qui ont donc fait un travail d'agitation auprès des populations chiliennes, étudiantes, ouvrières, etc., pour justement sensibiliser donc sur la lutte de libération nationale algérienne et qui de leur manière ont contribué voilà. Oui, à faire connaître le combat de nos amis algériens, de nos frères algériens pour leur indépendance. Il faut dire aussi que l'Amérique latine, enfin maintenant on parle aussi de l'Alliance bolivarienne, a été des premiers pays, enfin Cuba, Venezuela, Chili, etc., ont été des premiers pays à reconnaître l'autorité palestinienne et l'État palestinien. Et il faut dire aussi, et le souligner avec trois lignes, qu'au fait, comparativement à d'autres pays se proclamant arabo-musulmans, etc., il y a moins d'empathie, disons, et de faits et d'actes militants et de soutien réel par rapport aux pays latino-américains et spécifiquement de ces pays-là que je viens d'énumérer. Au fait, cette question de cause juste, parce que quand on parle des pays de l'Amérique du Sud, on parle de pays qui aussi, comme tous les autres pays, subissent la violence de l'impérialisme, donc par rapport à leur propre économie. Il ne faut pas oublier que Cuba est en train de vivre un blocus qui dure maintenant plus de 60 ans, que Venezuela aussi a le problème donc par rapport à son pétrole et tout le tralala, donc il y a les sanctions économiques, il y a tout cela pour éviter que ces peuples-là puissent accéder à leurs richesses et évidemment jouir de ces richesses-là et présente une alternative économique et politique qui puisse garantir à la sérénité et le bien-être de tous les citoyens et des populations. Donc, disons que quand on dit Chili, Cuba, Venezuela, on a directement cette image de militants forts et résistants, qui est ce qu'on dit en fait en français jusqu'au boutiste, qui ne fléchissent pas. Et c'est pour cette raison que effectivement en vous présentant, j'ai parlé de beaucoup d'honneur parce qu'en fait je sais cette image magnifique de militants battants. Donc Signa, je voudrais savoir cette activité ou cette action qui a été faite. Je sais qu'à Carmen, au Centre culturel Carmen, vous avez fait une rencontre. Plusieurs rencontres, on a fait plusieurs rencontres, et que vous faites aussi des conférences. En quoi, selon vous, ces conférences sont-elles si importantes pour un peuple comme le peuple tunisien?
Je pense que, tout d'abord, je pense que ce sont des campagnes d'information, comme vous dites, de sensibilisation face à aussi face à une désinformation qui est très importante, parce que c'est pas seulement en Tunisie, mais un peu partout. Un peu partout. Il faut le dire, ouais. Vous savez très bien, vous savez comme moi, que le monde des médias est un monde qui est dominé par 4 ou 5 agences qui contrôlent toute l'information. Les magnats du média. Les magnats du média. Yeah. Donc, nous apportons notre petit grain de sel dans cette marée de désinformation. Nous le considérons que c'est de la désinformation parce que pour nous, c'est nécessaire d'informer le public, de donner une autre perspective, une autre vision des guerres qui sont en place, des situations économiques et sociales qui ont lieu, etc. Donc on considère que l'information est extrêmement importante pour pouvoir justement connaître, analyser bien les situations et pouvoir après agir. Parce que si on ne connaît pas bien les situations, on ne peut pas agir. Si vous avez un mot-clé, par exemple, par rapport à cette question d'économie, cette question économique, disons. Parlons pas politique, parce qu'on sait que l'économique gère, c'est l'économie qui gère surtout le politique. Bien sûr. C'est pas le contraire. Si vous aviez, s'il y a un mot-clé pour qualifier le modèle économique que vous prêchez, que vous défendez, ça serait quoi? Tout d'abord, le socialisme. Le socialisme. Oui. Comment vous allez expliquer aux Tunisiens, parce que c'est vos éditeurs aujourd'hui, le socialisme à votre manière? Le socialisme, tout d'abord, c'est déjà affaiblir les grands monopoles. Il faut affaiblir absolument les grands monopoles qui détiennent les moyens de production. On parle des grandes corporations. Je ne suis pas en train de parler des petits commerçants, des petits agriculteurs, des petits entrepreneurs, de la petite et moyenne entreprise. Commerces, quoi. Non, ça non. Nous parlons des grandes multinationales, nous parlons des grandes banques d'affaires, etc. Dans différents secteurs. Ça peut être dans le secteur de l'agroalimentaire, dans le secteur du pétrole, dans le secteur du lithium, etc., qui accaparent les richesses des pays et qui ne permettent pas aux États de pouvoir financer des politiques sociales pour le bien-être de tous. Donc le plus important selon nous, c'est justement déjà d'affaiblir les grands monopoles qui détiennent le politique, parce que vous savez comme moi que c'est dialectique. Ils détiennent le politique à travers des lois, c'est eux qui font les lois, c'est eux qui changent les hommes politiques en place. Et l'exemple du Chili est là. Je veux dire, je pourrais parler pendant des heures sur le Chili. Donc on sait la pression et le lobbying qu'ils exercent. Les enjeux aussi sont de taille. Quand on parle du Venezuela, de Cuba et du Chili, bien sûr, les enjeux sont de taille par rapport aux ressources naturelles. C'est pas d'ailleurs la même chose quand on parle de l'Afrique. Mais pourquoi l'Afrique? Bien sûr. Parce que c'est aussi la même chose. C'est cette question de ressources naturelles qu'on va chercher et dont on a besoin pour l'industrie. Il faut que les États puissent avoir les moyens de leur politique à travers la nationalisation des entreprises stratégiques et comme ça pouvoir financer les politiques qu'ils prétendent dans l'éducation, dans la santé, dans l'électrification des zones par exemple rurales qui parfois n'ont pas d'électricité ou n'ont pas d'accès à l'eau ou tout ça, comment vous voulez le financer si les États sont faibles et qu'ils n'ont pas que tout a été privatisé et que vous n'avez pas les moyens de vos politiques? C'est très difficile. C'est vrai. Donc, il faut dire que le fait que l'État soit dépourvu de moyens, c'est au fait la violence économique la plus inouïe, puisque les citoyens vont se retrouver tête à tête avec les grands trusts économiques et du coup, bonjour les dégâts en fait. Et c'est ce qu'on voit un peu dans ce monde, parce qu'au fait, nous parlons monde aujourd'hui, ce n'est pas uniquement la Tunisie, mais c'est le monde, cette mondialisation qui a fait qu'il y a pratiquement, je pense que 5 ou 3 pays dans le monde qui sont en train de piller quelque part la richesse de
de tous les pays du Sud. Oui. Et ça, le plus grave, peut-être, Signa, si, je ne sais pas si, si vous partagez mon point de vue, c'est que ça se passe aussi à travers des lois, à travers des organisations internationales, à travers des lobbying de sites, effectivement, d'organisations internationales qui font la loi, qui font la pluie et le beau jour, et donc le beau temps, pardon. Et du coup, on n'a pas beaucoup de force pour affronter tout cela. Et c'est là la question, mais comment peut-on affronter toute cette injustice? Comment vous voyez la manière avec laquelle les pays du Sud, ce n'est pas uniquement les pays de l'Amérique du Sud, mais les pays du Sud, comment pourraient-ils s'organiser? Quelle serait, selon vous, la possibilité qu'ils ont de pouvoir rétablir ou établir, édifier du moins, un nouvel ordre mondial, mais en faveur de l'humain qui vit en chacun de nous? En ce moment, bon, vous savez, comment, à travers vous avez vu les mouvements sociaux qui prennent beaucoup d'importance. Bon, ça, ce sont les mouvements populaires qui s'organisent, mais aussi l'importance des pays émergents, par exemple, comme on a vu le Chili, la Chine ou la Russie ou l'Inde ou d'autres pays qui sont en train de justement mettre en difficulté dans la lutte de classe internationale des pays qui avaient l'hégémonie jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire les États-Unis. De réduire un peu l'hégémonie de certains pays. Parce qu'il y a maintenant des contrepoids. L'équilibre de la terreur, quoi. Il y a des contrepoids qui aujourd'hui se mettent en place au niveau international et donc des axes de résistance avec l'Iran, le Venezuela, le Cuba, Chine, Russie, etc. qui essayent justement d'avoir un espace dans cet ordre dans cet ordre mondial. Donc de faire une balance, de faire un rééquilibre. En même temps, avec ces résistances-là, on affaiblit les anciennes puissances hégémoniques. Donc on crée un monde multipolaire au monde unipolaire qu'on avait jusqu'à présent, après la chute, après la contre-révolution qu'il y a eu en Union soviétique. Donc il y a aujourd'hui, est en train de naître un monde multipolaire. Souvent quand on parle de socialisme, au fait, et quand on parle de ce qui est du pouvoir du peuple, etc., les gens sont souvent effarés à l'idée que cela puisse établir un certain totalitarisme, qu'il y ait des contradictions entre, ou un antagonisme entre ce qu'est socialisme et ce qu'est liberté et démocratie. Croyez-vous qu'il y ait réellement un véritable antagonisme, une contradiction entre avoir un État socialiste, par exemple, ou appliquer le socialisme et cette histoire de démocratie et de liberté? Non, je pense que vous avez des exemples de démocratie populaire, comme à Cuba, et je pense que les citoyens cubains décident participent dans les décisions politiques du pays. Ça, c'est indéniable. C'est un système où le citoyen a les mécanismes qui lui permettent de participer aux décisions politiques du pays, mais à toutes les échelles, aux échelles du quartier, de la commune, aux échelles de la région, aux échelles après de l'État. Donc, ce n'est pas un système parfait, il y a toujours des failles, mais c'est un système qui assure la participation protagonique, on appelle comme ça, des citoyens, du travailleur. Donc c'est une démocratie populaire. Oui, mais ce n'est pas du totalitarisme. Exactement, c'est ce que je veux dire. Je veux dire que de toute façon, il faut aussi qu'il y ait une culture qui accompagne cela. C'est-à-dire que il est bien, ou il est bon d'établir ce genre de système et le doter de mécanismes de fonctionnement qui lui permettent de s'établir et de se faire, mais aussi il est super important qu'il y ait derrière une sensibilisation et une culture mise en place. Bien sûr, l'éducation, à travers l'éducation. Donc c'est le système aussi éducatif. Bien sûr, l'éducation c'est fondamental. Fondamental par rapport à... Exactement. Oui. Oui. Je voulais dire une chose par rapport à la Palestine que vous parlez. J'allais rebondir sur cela, effectivement. Je voulais vous dire que aujourd'hui, donc au Chili, étant donné que, bon, bien sûr, aujourd'hui on est à la 2e ou 3e génération
population de Palestiniens nés au Chili. On compte à peu près 10% des députés chiliens d'origine palestinienne. Et ceci se reflète justement dans les lois qui ont été décrétées, voilà, qui ont été promulguées au Chili. Par exemple, je peux citer deux ou trois, par exemple, ils ont interdit l'importation de produits de l'antitétionniste ou les collaborations interuniversitaires, par exemple, entre sionistes et chiliens. Oui, donc ils ont réussi quand même à faire pression. À imposer. Oui, donc ça c'est aussi une très bonne chose. Et par exemple, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est venu au Chili, il a reçu les clés, les clés d'une municipalité. Il y a beaucoup d'échanges entre... C'est-à-dire que disons que les Palestiniens, nos chers amis palestiniens, se sentent chez eux au Chili. Exactement. Ils sont chez eux réellement, puisque c'est de génération en génération. Évidemment, oui, évidemment. Ouais. Et il y a même un proverbe au Chili qui dit que dans chaque ville, vous trouvez un policier, un curé et un Palestinien. Donc ça, au fait, désormais, ils sont ancrés dans la société. Voilà. Donc ils sont quelque part édificateurs aussi de l'État chilien. Il y en a plein aussi, hein, un peu partout, les Palestiniens, nos amis palestiniens, nos frères palestiniens, la cause palestinienne, si chère à nous tous et à nous toutes, qui peinent à trouver son chemin de résolution, vu les manipulations énormes qui se font à l'échelle internationale. Et disons que ce qui est en train de se faire au niveau des pays de l'Alliance bolivarienne est énorme par rapport à la Palestine. Et je sais qu'au niveau des Nations Unies, il y a un travail colossal qui a été fait pour sensibiliser les autres États à la cause palestinienne, adhérer à la cause palestinienne, un travail très sérieux et foncièrement important pour la cause palestinienne. Et on voit aussi que chaque fois qu'on oublie, il y a toujours quelque chose pour nous rappeler que c'est la cause palestinienne et disons la cause la plus ancienne mais la plus juste qui soit, avec chaque fois... C'est le dernier État colonial. C'est impressionnant, hein, c'est impressionnant. Qu'on ne puisse pas résoudre cela parce qu'au fait c'est une colonisation claire et nette et je sais aussi qu'il y a un mouvement de sensibilisation à l'échelle des associations, internationales, etc. Mais les résistances sont souvent des résistances politiques, c'est-à-dire que si on essaye de parler un peu des citoyens du monde, on a vu beaucoup de martyrs qui ne sont pas palestiniens, qui sont morts pour la cause, qui sont tombés pour la cause palestinienne, sauf que les résistances politiques, les intérêts géostratégiques, tout ce truc-là fait que cette cause-là peine à trouver le chemin de la résolution. Alors Signa, revenons maintenant à cette chanson, cette belle chanson qui a été composée, si chère à votre cœur. Vous allez me raconter l'histoire de cette chanson. En fait, cette chanson s'appelle Honneur et... Alba Granada. Elle s'appelle? Non, la chanson s'appelle Honneur et Rébellion. Honneur et Rébellion. Honra y Rebelión. Honra y Rebelión. Et c'est une chanson qui a été faite par nos amis vénézuéliens qui ont un groupe de hip-hop social qui est dans une région de Venezuela qui s'appelle... Un grand bonjour à son excellence l'ambassadeur du Venezuela et à sa chère épouse Jasmine, de vrais amis, de grands amis qui ne cessent de nous honorer par leur aura et leur présence. Donc c'est ce groupe de hip-hop social et sous notre proposition et aussi la poétesse tunisienne qui s'appelle donc Seima Salem Romaine, qui elle aussi participe dans la chanson et c'est une chanson qui est en fait un hommage. C'est un hommage qu'on a voulu rendre à des militants chiliens
justement d'origine arabe, comme je vous disais, Ouais. et, qui ont donc créé en 1956, ils ont créé ce comité pour l'autodétermination de l'Algérie en 1956. Donc ils ont fait un travail d'agitation et d'information énorme auprès de l'université. Ils avaient l'appui d'ailleurs des étudiants de l'université chilienne, du syndicat chilien. Ils avaient l'appui aussi du Parti socialiste chilien, etc. Ils ont reçu des délégations du Front de libération nationale. Bon, un travail énorme qu'ils ont fait. Et donc, cette chanson rend hommage à ces militants qui, malheureusement, lors de cette année, lors du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, donc, ont été oubliés ou écartés de cette commémoration. Donc ceci nous a fait beaucoup de peine. Ah oui, vous avez raison. Parce que c'est quand même, il y a beaucoup de militants qui font un énorme travail et qui souvent leur travail est, si vous voulez, usurpé par d'autres personnes qui sont un petit peu opportunistes, on va le dire. Disons-le. Disons-le. Et qui donc ont les reconnaissances et les autres restent dans leur coin, quoi. Et ça nous a fait beaucoup de peine et on a pensé qu'il était juste de leur dédier au moins une chanson. Bon, nous on a aussi écrit des choses. On a aussi écrit des articles et donc voilà, c'est une chanson donc qui est en 3 langues. Hein. Elle est en français parce que j'introduis cet hommage, un hommage qui est non seulement à ces militants mais aussi à tous les anticolonialistes et à tous les anti-impérialistes. Et il y a aussi donc l'arabe avec notre poète tunisienne Seyma Salem Romen. Voilà. Donc j'espère que le public tunisien va l'apprécier. La troupe hip-hop vénézuélienne qui est là. Le groupe hip-hop, bien sûr. Oui. Effectivement. Alors maintenant, on va passer à une question quand même qui va sûrement, parce que j'imagine que les auditeurs et les auditrices voudraient aussi poser. Signa, vous êtes aussi une femme. Oui. Et bien sûr. Et il est certain que les droits des femmes sont quelque chose qui vous intéresse beaucoup, donc dans votre pays, mais aussi dans le monde entier. Comment vous percevez les droits des femmes dans le monde actuellement? Le féminisme, comment vous le percevez dans le monde? Le féminisme, bon, je pense que... Parce que quand on parle de militantisme, effectivement, de gauche, on parle aussi de libération, on parle de droit, on parle d'égalité, on parle... Alors, comment vous, en tant que femme de gauche, vous l'êtes, hein, comment vous percevez l'égalité homme-femme, comment vous percevez le féminisme dont on parle, MeToo, tout le tralala. Alors comment vous le percevez, vous, Signa, vous qui militez depuis des dizaines d'années? On n'en a pas parlé, mais il faut que je vous pose, cette question. Je conçois les luttes émancipatrices féminines à l'intérieur des luttes sociales et d'émancipation citoyenne, économique avant tout. Et avant tout, c'est une émancipation pour moi économique, c'est-à-dire que il ne suffit pas de donner ou de promulguer des lois. Exactement. Alors que l'exploitation des femmes existe comme existe l'exploitation aussi des hommes. Je veux dire, la lutte, elle est avec les hommes contre l'exploitation du capital. C'est parce que c'est le capital qui nous exploite à tous les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas plus de droits féminins que... non, je le conçois comme une lutte. Vous pouvez classer ce féminisme-là comme étant un militantisme bourgeois? Exactement. Oui, je conçois que nous devons être avec nos frères et lutter ensemble. Il n'y a pas question de considérer l'homme comme un ennemi parce qu'il est un homme, non. Je considère qu'il est mon frère avant tout et qu'ensemble... Mon camarade de lutte. Voilà, et qu'ensemble nous devons donc lutter pour notre émancipation parce que le capital nous exploite à tous les deux. Dans le travail, bien que bien sûr il y a toujours une différence parce qu'il y a toujours cette différence de salaire, etc. Mais l'exploitation elle existe pour tous les deux. Et de la différence des salaires, est-ce qu'elle est non acceptable? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il y a toujours des oui bien sûr.
bien sûr. Mais je pense que nous ne devons pas considérer, parce que j'ai vu des campagnes où on considérait l'homme comme un ennemi, et le machisme. Ça, c'est l'extrémisme. Le machisme, on fait toutes des campagnes contre le machisme, etc. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. N'est-ce pas? Là, on peut aussi en débattre quand on parle de féminisme bourgeois, n'est-ce pas aussi cette idée véhiculée par le patriarcat aussi, hein, non? Oui, bien sûr. Oui, il y a aussi, oui. Parce qu'au fait, exiger l'égalité, c'est aussi économique, hein. C'est-à-dire que dans le féminisme, on exige l'égalité dans les lois, mais aussi les droits économiques et sociaux. Et sociaux, exactement. Et là, moi je pense que, en tant que féministe, un petit peu, peut-être bourgeoise, j'en sais rien. Mais non, mais prétend être de gauche. Disons que, au fait, il faut prendre le cas des paysannes, par exemple. Prenons le cas des paysannes africaines, qui des fois n'ont même pas accès à l'eau dans leur village. Oui, mais là, n'exclut pas l'autre. Je veux dire, non, bien sûr que non, mais il y a avant tout dans les régions rurales en Tunisie dans aussi. La grande majorité du monde, parce que plus de 50% des gens du monde, enfin des travailleurs du monde, n'ont pas accès à des services de biens publics. Donc, il faut avant tout donner les moyens, assurer le SMIC, le basique, exactement, les conditions matérielles. Une fois qu'on aura bien sûr assuré ces conditions matérielles, qui sont l'eau, l'électricité, l'éducation, ce sont la santé, l'éducation et la santé, des régions où il n'y a pas de dispensaires médicaux, etc. Donc ça, pour moi, c'est fondamental. Et bien sûr, après viendront d'autres revendications qui sont pour le moment, dans une grande partie du monde, secondaires. Et qui sont peut-être en Occident ou aux États-Unis qui deviennent importantes, mais pour moi c'est pas à l'ordre des priorités. Non, c'est pas à l'ordre des priorités. Moi nous avons été avec des associations ici, nous avons été à Siliana par exemple, dans des régions très reculées. On a vu les conditions des paysannes tunisiennes, comment elles vivaient. Ouais. Donc voilà. C'est des conditions. Alors, est-ce que vous croyez qu'elles ont comme préoccupation le MeToo et le dénonce ton corps et tout ça? Je veux dire, non, il y a aussi l'adaptation des lois à chaque région, à chaque pays, etc. Disons que personnellement, là, je parle en mon propre nom, et je suis militante féministe et droit-homiste. Moi, je pense que le bien-être, comme vous le les conditions matérielles, les conditions matérielles comptent beaucoup. Oui. Mais disons que les femmes rurales, celles qui n'auraient pas... Pour elles, ça semble être un confort que d'exiger l'égalité, mais au fait, ce n'est pas un confort, c'est une réalité parce que c'est totalement relié aux droits économiques. D'accord? Dans les régions rurales, c'est super important, les droits économiques de ces femmes rurales qui travaillent, mais qui sont mal rémunérées, ne parlons pas d'héritage et tout le tralala. Donc, c'est vraiment la revendication des droits économiques qui font que, et disons que il y a des féminismes aussi, juste comme ça, et que, au fait, il n'a jamais été question d'avoir pour ennemi l'homme, hein, parce que l'homme, il est le compagnon, le camarade. Bien sûr, mais quand vous voyez les campagnes qu'il y a en Espagne ou en France, ça c'est autre chose. Disons qu'en Tunisie, peut-être la particularité de la Tunisie, c'est qu'on est bien consciente que la question n'est pas celle des hommes, la question c'est du projet sociétal qui s'impose en Tunisie. Mais de toute façon, au fait, votre vision est tout à fait logique, parce qu'on ne peut pas prétendre à un bien-être, à une égalité totale quand tout le monde sévit et est soumis à un tas d'injustices et la précarité, c'est énorme. Donc, voilà, le chômage, leur mari qui est obligé d'émigrer en ville, elle reste seule avec les enfants, etc. Donc à être responsable de tout le reste. Des conditions très difficiles. Il y a par rapport maintenant, s'il y a aux problèmes les plus urgents, au fait, qui s'imposent sur la planète Terre maintenant, ce sont des problèmes écologiques aussi, et le problème de l'eau. Très important, le problème de l'eau. Je voulais avoir votre avis. Le problème de l'eau, on l'appelle l'or du... Attends, je ne me rappelle plus le nom, c'était l'or blanc.
C'est l'or blanc. Il y a l'or noir, il y a l'or blanc. Exactement, l'or noir et l'or blanc. Donc c'est une question primordiale aujourd'hui. Le pouvoir accéder à l'eau, surtout dans les pays africains, les pays du Sahel par exemple. Tous les pays qui bordent le Sahel sont affectés par des problèmes d'eau. Et donc je pense que des projets de coopération, surtout la Chine, j'ai vu que en allant au Sénégal, j'ai vu que la Chine collaborait beaucoup dans les projets justement de construction de réservoirs d'eau dans des petits villages très reculés. Et ça, je trouve, ce sont des actions très importantes pour les populations. Pour leur sécurité et aussi alimentaire. En Tunisie, je veux dire même en Tunisie, dans le sud tunisien aussi, les problèmes d'eau sont partout, un peu partout. Dans le sud de l'Espagne aussi, on a trouvé le même problème. Et ça, c'est dû aux conditions de changement climatique. Ouais. Il y a le réchauffement de la terre, etc. Il y a les guerres aussi. Il y a les guerres qui font que... Et il y a une guerre pour l'eau. Il y a une guerre aujourd'hui pour l'eau. C'est la prochaine guerre. C'est la prochaine guerre parce que, par les exemple... gens n'ont pas l'air d'en être conscients. Non, mais il y a une guerre de l'eau. C'est c'est aussi la guerre de l'eau. Parce que vous voyez comment, par exemple, l'entité sioniste mène une guerre de l'eau avec les populations palestiniennes. Avec une population palestinienne. Elle leur ferme des robinets, elle leur ferme les robinets d'eau, elle essaie sans les électricités. Donc il y a une vraie guerre de l'eau, mais même à un niveau géostratégique, je vais dire. C'est pas seulement local, mais au Moyen-Orient, il y a une guerre de l'eau. Parce qu'il y a le contrôle des barrages, des fleuves, des ressources d'eau. Donc ça aussi c'est... mais bon, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Non, il y a toujours une guerre pour les ressources non, je veux dire, la guerre de l'eau ne date pas d'aujourd'hui. Elle date de combien de temps je sais que par exemple, déjà au Yémen, il y avait... en 600, etc., il y avait aussi une guerre pour l'accaparement et le contrôle des ressources d'eau. Ouais. Il y a aussi maintenant le Soudan et quand l'Arabie, ce qu'on appelait l'Arabia Félix, est devenue, ça c'est ce que disaient les Romains du Yémen, mais le Yémen était une région verdoyante. Absolument. Il était une région verdoyante, et quand le processus de sécheresse a commencé dans cette région, les populations qui étaient dans ces régions-là ont commencé donc à se faire la guerre pour l'eau. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Et bon, après il y a eu plein de... Ce qui est alarmant, au fait, dans le monde d'aujourd'hui, au fait, parce que quand on parle de Chili, quand on parle Cuba, Venezuela, etc., on voit un peu le monde autrement. C'est-à-dire que moi j'ai vu des films, j'ai côtoyé des personnes, etc. Il y a beaucoup de résistance dans ces pays-là. Comment font-ils pour résister ? Quel est le génie? Quelle est la force? Parce que quand nous, en Tunisie, quand on parle de l'Amérique du Sud, on a toujours cette image de gens très forts, très résistants, jusqu'au boutistes, qui vont jusqu'au bout, qui ont cette force de relever les défis et d'aller jusqu'au bout. Quand je vois que 60 ans de blocus économique n'ont pas mis à terre Cuba, c'est quelque chose. Bien sûr. C'est énorme. Il faut qu'il y ait un peuple très conscient, très militant. Exact. Un peuple très conscient, très militant et parce résistant. que aussi vous avez un ennemi qui est à côté. Oui. Oui. Donc vous avez un ennemi qui est là. Donc, mais il y a aussi, de par le monde, chez beaucoup de peuples, il y a les opportunistes, les vendus, etc. Oui. Mais aussi en Amérique du Sud aussi, vous les avez. Hein. Ça, on a eu quand même 30 ans de dictature, des régimes totalitaires, des régimes exactement totalement vendus aux intérêts américains. Donc et on a l'interventionnisme américain date depuis déjà plus de 200 ans. Donc vous voyez, quand on a un ennemi qui est si proche et qui est toujours là, on ne peut que résister. On ne peut que résister et devenir plus fort. Et c'est dans ce cadre-là que il y a ce qu'on appelle l'Alliance bolivarienne. Exactement. L'Alliance bolivarienne naît en fait en 2004 et c'est une alliance qui a été créée par le commandant Chavez et donc Fidel Castro, le commandant Fidel. Exact. À leur âme, tous les deux. À leur âme. Et justement pour lutter contre la pauvreté et lutter contre les traités de libre-échange, le traité de libre-échange de l'Amérique. D'accord. Ça c'est très important aussi, les traités de libre-échange, parce que ce sont des traités de libre-échange qui sont proposés par les États-Unis pour en fait inonder
le continent de leurs produits, ce qui fait que les pays sud-américains se désindustrialisent ou ne peuvent plus s'industrialiser. Écouler leurs marchandises ou s'industrialiser. Ne peuvent plus s'industrialiser parce qu'ils perdent, avec l'inondation de ces produits, parce que les barrières douanières sont tombées, donc les barrières douanières tombent, et donc ils envahissent les pays avec leurs produits, et les capacités de contrer ces produits sont très faibles quand on vous baissez les taxes douanières. Et le pays donc perd sa capacité de s'industrialiser et de maintenir son industrie nationale. Ça s'est passé par exemple au Chili, et donc rentre dans une spirale de dépendance, de dépendance énorme. Exactement. Plus aussi le problème de la dette. De la dette externe qui est énorme, avec le Fonds monétaire international. Bon, il y a beaucoup de choses qui voilà. C'est un ordre mondial, pas du tout juste pour les êtres humains. D'ailleurs, on sent un mal-être, un grand malaise, un peu partout, parce qu'avant, moi je dis qu'avant on avait des références, des valeurs. La justice, l'égalité, la probité, l'intégrité, le droit des peuples à l'autodétermination. C'était le combat des années, disons, 50, 70, etc. Oui. Il y avait un référentiel, il y avait une unité, une confrérie, disons, entre les pays qui sévissaient contre l'impérialisme et contre le totalitarisme. Mais maintenant, avec la mondialisation, on est en train de banaliser un peu tous les combats pour la souveraineté, pour l'autodétermination. On les montre comme si c'était une façon de voir les choses, alors que ce sont des principes immuables, le droit à être souverain sur sa propre terre et pas plus important pour les peuples. Alors Signa, maintenant on va écouter la chanson. D'accord. On va écouter la chanson et puis on va clôturer. Donc on va écouter ensemble la chanson. Très bien. Donc c'est Honneur et Rébellion. Honneur et Rébellion. On attend. Eduardo, Elías y Marco Antonio Salum, Taufik, Omar Uni, Guillermo Lira, veteranos de la Révolution d'Argelia. Ceci est un hommage à tous les anti-impérialistes, aux anticolonialistes d'Afrique, d'Asie, de la patrie arabe et de notre Amérique. Mais surtout, hommage à ceux qui ont mis à l'honneur la solidarité internationaliste et aux Chiliens qui ont voulu briser les chaînes colonialistes pour une Algérie libre et socialiste. Yeah. Fuerza 1. Otro capítulo. Desde Venezuela. Modo internacional. Me gusta mucho. Cierro los ojos y pido inspiración a los ancestros mapuches para escribir esta canción. Hey, amiga Siria, pásame información que tenemos ganas de disparar como un cañón. Boom. Hermano chileno, comamos una empanada y escuchemos esta historia que poco fue contada. Una investigación de unos camaradas colectivos Alba Granada, Nor El Comité para la Autodeterminación de Argelia fue creado en el 56 para una tarea que tenía que hacer, liberar ese país del colonialismo francés. Marco Antonio Salum y Fernando Musalem, Eduardo, Elías de origen sirio libanés, Luis Carqué, Mucaché, son todos activistas, independientes, socialistas, laboristas. En 1926 surgió el primer partido político antiimperialista argelino, la Estrella Norteafricana, partido nacionalista y antiimperialista. El 1 de noviembre de 1954, el Frente de Liberación Nacional declaró la guerra a Francia como un frente antiimperialista.